Bonjour à tous. On est en direct. C'est le live du 14, non, pas du 14, il est 14h09. C'est le live du vendredi 9 mars 2018 et je suis avec mes deux invités. Je vais commencer par Céline Jackson-Combet. Bonjour Céline, comment tu vas? Très bien, merci. Bonjour Roméo Cornal, comment tu vas? Bonjour Eugénie, ça va très bien. Tant mieux. Alors, Roméo, tu es dans quelle ville toi? Alors là, en ce moment, je suis à Nice. Tu es à Nice? Ok. Et Céline? Alors, moi, je suis à Périgueux. Ok. Bon, alors nous Ouais. allons aborder un gros sujet, un très 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 gros sujet, un sujet lourd, passif. La question aujourd'hui, c'est comment honorer nos ancêtres pour nous libérer du passé colonial. On pourrait la poser différemment en fait. Comment nous libérer du passé colonial en honorant nos ancêtres? Et c'est un peu votre démarche puisque vous avez lancé une page, un événement, enfin une action qui s'appelle Afro Renaissance. Roméo, Céline, pourriez-vous nous en dire davantage avant d'entrer dans le vif du sujet? Je vais commencer par Céline. Alors, tout à fait. Donc, moi, c'est au fur et à mesure de mes soins. Ça fait 7 ans que j'effectue des soins qui mettent plusieurs compétences en action. Et donc, en fait, au fur et à mesure de mes séances, je me suis rendu compte que les ancêtres avaient un gros rôle à jouer dans notre vie. Et ayant passé beaucoup de temps en Afrique et aussi ayant été mariée avec un Afro-Américain et vécu beaucoup de temps aussi en Amérique, je me suis rendu compte que l'impact et les stigmas étaient assez proches. Donc, par ce fait, au fur et à mesure de mes séances, j'ai compris qu'il y avait un travail de libération à faire à ce niveau-là. Et j'ai commencé à aller plus en profondeur jusqu'au jour où j'ai eu la chance de rencontrer Roméo, qui a vraiment mis en lumière ce travail-là. Et avec la libération que j'ai pu effectuer avec lui et en lui, et qu'on a pu vraiment mettre nos connaissances ensemble et en connexion, et ben on a pu faire un travail énorme sur la libération de toutes les mémoires afro-africaines. Et donc, on l'a appelé Afro-Renaissance. Donc, c'est pas seulement les êtres des Antilles ou d'Afrique, mais c'est aussi tous ceux qui ont été connectés avec ça, que ce soit le bourreau ou la victime. Parce qu'il faut savoir aussi que les descendants de toutes sortes souffrent maintenant de ces stigmas. Et en fait, c'est tout à fait inconscient. Donc, en fait, on se sent tous plus ou moins bloqués, mais on ne sait pas pourquoi. Et ça va très, très loin dans les générations. Voilà, je laisse la place à Roméo. Alors, toi, Roméo, tu es coach intuitif et tu es le nègre marron. Tu te bases là-dessus sur ce travail-là. Oui, le marron fondamental, comme je dis, j'ai repris un peu l'expression de Césaire qui parlait du nègre fondamental et moi j'ai repris justement le marron fondamental. Pourquoi justement Afro-Renaissance et pourquoi cet archétype du nègre marron? Parce que je crois véritablement que la libération au niveau de la prise de conscience en fait qu'on peut faire, l'archétype du nègre marron a vraiment quelque chose à nous apporter. Le marron, justement, c'est celui qui n'a jamais pris l'identité d'esclave. Il ne s'est jamais considéré comme un esclave. Et donc, du coup, il n'est pas entré en esclavage. Il a été déporté, certes, mais il a fui. Il s'est réfugié, en fait, dans un environnement qui le protège et dans un environnement qu'il maîtrise. Donc, la nature, c'était souvent le haut des montagnes. C'est pour ça que, en fait, marron, ça vient de cimarron, qui habite sur les cimes, d'accord? Mais le nègre marron, c'est aussi, alors j'ai pas encore trouvé le lien étymologique, mais en fait c'est les Arawaks apparemment utilisaient un mot qui était proche pour désigner les animaux qui reviennent à l'état sauvage, qui ont été domestiqués et qui reviennent à l'état sauvage, qui reviennent à l'état de nature. Et de fait, à mon sens, le marronnage, justement, c'est cette capacité de sortir des conditionnements et retourner à sa vraie nature propre. Et c'est pour ça que j'ai accepté
on a choisi effectivement avec Céline de lancer ce mouvement. C'est une communauté, Afro-Renaissance, mais c'est aussi un mouvement précisément de reprendre sa liberté par soi-même. Encore une fois, Bob Marley, hein, Emancipate yourself from mental slavery. Mais justement, none but ourselves can free our mind. On se libère nous-mêmes en se souvenant que nous sommes libres. Nous prenons la pleine responsabilité de notre liberté. Nous partons en marronnage, en fait. Tout à fait. Alors, Céline, toi, tu as été mariée à un Afro-Américain. Roméo, toi, tu es antillais. Moi, je suis africaine. Et on se rend compte aujourd'hui, peut-être plus fortement que dans le passé, que le noir est victime d'un racisme sur toute la planète. Et malgré toute la mobilisation de personnes qui nous ont précédés, hein, qui sont partis, ou de personnes aujourd'hui, on a le sentiment que plus ça va et moins le noir est respecté. Quelle en est la raison principale? Céline? Moi, je pense pas que le noir est moins respecté. Je pense il est envié, il est jalousé. Je pense qu'il y a des choses qu'il faut remettre dans son état, où le noir, même à la base, on a toujours eu besoin de lui. La vraie victime, moi, dans l'histoire, pour moi, c'est pas celui qui a été violenté, mais c'est celui qui a violenté. Je pense que maintenant il y a eu des gros stigmas qui ont eu lieu auparavant, que l'on vit encore ces traumatismes-là, mais que justement par plein de phénomènes, le noir africain, américain, antillais va reprendre sa place. Pour moi, au contraire, on passe par une phase où le noir maintenant va de plus en plus se respecter, et surtout la femme noire afro-américaine, où l'on voit de plus en plus de femmes formidables qui construisent leur entreprise. Une des plus grandes femmes du monde et qui est adorée aujourd'hui, c'est Oprah. Il faut bien voir aussi que on est vraiment dans une phase et dans un phénomène où le noir afro-américain, afro-antillais reprend sa place. Et c'est justement là mon rôle aussi d'aider, c'est vraiment énergétiquement de casser les chaînes qui ont brisé certains êtres et de remettre les choses à leur place, parce que l'esclave il n'est pas resté en vie et il s'est pas soumis par choix, il s'est soumis pour sa progéniture, il s'est soumis pour tout l'amour qu'il avait, dans l'espoir un jour de revoir sa famille, de revoir ses terres d'accueil. Et petit à petit, il y a eu cet espoir et cet amour qui s'était fait. En plus, il faut savoir que beaucoup de nègres marrons étaient des guerriers. On le voit en Haïti, où pourquoi il y a eu la révolution aussi rapidement et qu'ils ont eu l'abolition de l'esclavage aussi rapidement, c'est qu'ils n'ont jamais laissé faire les choses. Et qui avait cette mentalité de guerrier qui a toujours été là. Et on le retrouve chez beaucoup d'Afro-Américains et chez beaucoup d'Afro-Antillais. Maintenant, c'est le moment vraiment de nettoyer et de faire le travail épigénétique de nettoyage des traumatismes, mais surtout d'activation de toutes les qualités, de toute la force, parce que c'est quand même c'est un continent qui est plein d'amour, plein de force. Et moi je le vois aussi chez beaucoup d'Africains qui ont ce sentiment de colère, d'incompréhension et un vrai traumatisme d'abandon, parce qu'il faut se rappeler quand même que nos enfants en Afrique, ils étaient partis se balader en brousse, ils sont jamais revenus. Et qu'il y a eu d'autres qui ont subi, il y a beaucoup de communautés aussi qui ont vendu leurs frères à des blancs pour la traite. Et ça, il faut en prendre conscience, où il y a vraiment une corrélation entre, comme on dit, le frère traître et le frère qui lui a disparu dans la savane un jour sans qu'on comprenne pourquoi. Donc c'est vraiment toutes ces mémoires où il y a un travail de pardon à faire et de mise en lumière, pour que tout le monde arrive à revenir sur un état d'amour et de paix. Je le dis souvent et je le pense profondément, une mère célibataire a beaucoup plus de mal, avec toutes ses souffrances, à élever dans la paix ses enfants, surtout quand elle a été abandonnée. Et là, on dit toujours la terre-mère. L'Afrique, c'est la terre-mère. Et c'est ça aussi.
redonner à la terre-mère ses mémoires et tout ce qu'il y a derrière, mais c'est redonner aussi l'amour qu'il y a derrière. Et on voit beaucoup d'Afro-Américains. Moi, c'est quelque chose qui m'avait choqué. Je leur disais, puisque moi, j'ai passé du temps au Sénégal et que j'ai passé beaucoup de temps en Afrique noire, et donc j'arrivais à reconnaître un peu les facettes, et je disais, ah, de quel pays tu viens? Ils me disaient, non, je suis Afro-Américain. Ben oui, mais de quel pays tu viens? Et c'est vrai qu'il y a une origine qu'ils n'ont pas. Et tant qu'il n'y aura pas cette reconnexion et cette remise en conscience de cet amour profond du sentiment d'abandon que la terre-mère a eu, et ben les choses sur Terre et dans l'humanité auront toujours une espèce de distorsion. Parce qu'il ne faut pas oublier quand même que l'Afrique est la terre berceau de l'humanité. Et que tous les blancs et tous les coloniaux qui sont venus sur ces terres en se les appropriant ont violé presque leur mère. Pour moi, c'est excuse-moi de t'interrompre, mais moi, cet argument-là, ça me dérange quelque part. Oui. Parce que c'est vrai, mais on n'a rien fait de spécial, nous, Africains, pour être nés en Afrique, quoi. C'est-à-dire que cet argument de dire, oui, nous sommes authentiques, légitimes, respectez-nous parce qu'on est né sur le terrain, sur le sol où tout a commencé, c'est trop facile. On n'a pas mérité, enfin bon, c'est un hasard. C'est pas battu pour être ça. Et si on avait vraiment conscience, mais on serait les plus riches, voilà, on serait devant les autres. Donc, c'est pas un argument, moi, c'est un argument qui me dérange. Parce que c'est comme un enfant. Je parle pas du fait. Je suis sur Terre parce que j'ai une mère qui m'a mis au monde. Bon, il a rien fait de spécial, cet enfant. Alors, le problème, c'est que l'enfant, il n'a pas. C'est vraiment la Terre. C'est vraiment la Terre. Puisqu'on est tous connectés avec la Terre. Le peuple est connecté à la Terre. Mais la Terre, elle est connectée au centre de la Terre et tout est un phénomène énergétique, je dirais. Et donc, que ce soit l'ADN, mais l'ADN, il y a de l'ADN partout. C'est pas simplement dans le peuple africain. Le peuple africain d'aujourd'hui, maintenant, il souffre avec les stigmates de ce qui s'est passé dans le passé. Mais il essaye aussi, lui aussi, de se libérer. Mais c'est pas pour ça qu'il est plus authentique ou quoi que ce soit. Non, au contraire, il a été traumatisé. Donc, mais c'est vraiment c'est la terre dont je parle. Mais c'est pas le seul peuple à avoir été traumatisé. Les esclaves, il y a eu des maîtres et ça s'est passé chacun à son tour. Pourquoi nous n'arrivons pas à nous sortir de ça? Oui, alors je crois que précisément, c'est toute l'humanité effectivement qui est marquée par une volonté de dominance de l'un par l'autre, des uns par les autres. Ok. C'est quoi la spécificité de l'Afrique? C'est que on a une civilisation qui est la civilisation blanche caucasienne, qui en fait s'est bâtie sur les ressources d'une autre civilisation, qui est la civilisation africaine. Et en réalité, quand on se pose des questions comme ça, cherchons où est l'argent. En réalité, il est une question économique. Bien évidemment que les peuples se sont battus entre eux dans toute l'histoire de l'humanité. À ceci près que, arrivé en Afrique, on découvre quoi? On découvre le grenier du monde. Et du coup, il n'est pas question de laisser partir finalement ces montagnes de richesses sur lesquelles précisément certains se sont assis. Le fait que l'histoire justement coloniale ait tant perduré, qu'il y a eu jusqu'à présent des réminiscences et des impacts extrêmement forts sur la vie quotidienne des afrodescendants, certes, mais également des descendants européens, c'est précisément parce qu'il y a eu un énorme vivier finalement économique, il y a eu une structure économique qui a été mise en place et qui a enrichi énormément de gens. La traite négrière est une structure économique, c'est un modèle économique. D'ailleurs, quand on regarde bien, les esclavages ont été abolis essentiellement pourquoi? Parce que le modèle économique s'est retrouvé contre-productif. Oui. Mais il fallait malgré tout garder la même mise sur les populations, mais en fait pour garder la même mise sur les richesses du sol, en fait. En vrai. Et Roméo, le peuple juif a vécu ça aussi. Ça a commencé par l'argent aussi, n'est-ce pas? L'appropriation. Ça a commencé par l'argent, sauf que le peuple juif ne dispose pas des richesses en minerais du sous-sol dont dispose l'Afrique. Tout simplement, faut vraiment aller chercher l'argent. Après,
les impacts aujourd'hui sur la société font que quand est-ce que tout a basculé? Et c'est précisément pour ça que je parle du marronnage. Tout a basculé, à mon sens, au niveau de William Lynch. Quand il a compris ce que... Alors, tu peux nous rappeler qui c'est? William Lynch est un esclavagiste, mais je vais dire un esclavagiste de génie. Parce qu'en réalité, il a compris que pour réduire un homme en esclavage, les chaînes, d'accord, mais avant tout la tête. Et Lynch, son fameux discours qui est juste impressionnant, que justement, depuis le discours de William Lynch, le marronnage a baissé, on a dit de 30%, d'après les chiffres que j'ai vus. Les plantations n'étaient plus gardées par des Blancs, mais par des esclaves eux-mêmes. On a en fait divisé pour régner, et ça fonctionne super bien. C'est vraiment un modèle qui fonctionne très bien. Et il s'est en fait passé ça. On a installé finalement dans l'inconscient collectif de l'afro-descendant qu'il est inférieur à l'européen. Et jusqu'à présent, en réalité, cet inconscient collectif est occupé par ça. Et pourquoi, justement, Afro-Renaissance est un mouvement qui complète les actions de gens comme Kémy Séba, comme Abdelaziz Moundé, etc., qui complètent ça. Il ne s'agit pas de faire l'un et pas l'autre, mais je crois qu'effectivement, il est nécessaire que chaque afro-descendant travaille justement sa conscience pour se libérer l'esprit afin que les actions qui sont menées à plus grande échelle par ces leaders-là soient effectives véritablement. Et il est également important qu'un travail énergétique, qu'un travail émotionnel soit fait, un travail psychologique, mais également un travail énergétique, voire quantique, soit fait pour justement libérer l'empreinte de ces mémoires karmiques. C'est quelque chose d'holistique, de fractal, si tu veux. Alors, tu as cité Kémy Séba, tu as cité Abdelaziz Moundé, et puis il y en a d'autres avant. Celui qui a fait un travail fondateur, c'est Frantz Fanon, qui a bien expliqué le phénomène d'aliénation mentale dans laquelle nous sommes imprégnés régulièrement. On cite souvent Kwame Nkrumah qui dit que divisés nous sommes faibles, unis l'Afrique pourrait devenir, et pour de bon, une des plus grandes forces de ce monde. Mais nous sommes toujours divisés. C'est-à-dire, et ça, moi, ça me fait mal parce que on a le sentiment que c'est comme le mythe de Sisyphe, quoi. C'est-à-dire, on fait quelque chose et puis ça retombe. On tente des choses et puis ça retombe. Et puis ça rejaillit sur notre mental en se disant, on n'est pas capable. Finalement, nous sommes condamnés. Et même des personnes comme toi, moi, et comme nous actuellement, qui sommes convaincus que nous sommes debout. On n'a jamais été esclave, et même si l'esclavage, c'est vrai qu'on l'a vécu, mais on est debout finalement. La libération, c'est à l'intérieur de nous, mais l'impact de ce qu'on voit, des actions physiques que nous menons pour nous libérer de cette emprise, chaque fois que ça échoue, ça a un impact sur le mental. Et on finit par croire que finalement, on n'y arrivera pas, qu'on est maudit, qu'on est les derniers de la classe, et ça recommence en fait. Clairement. Et c'est la raison précisément pour laquelle il est important de faire ce travail de prise de conscience et de prendre ce travail de marronnage, encore une fois. J'ai entendu récemment, on parlait de Kémy Séba tout à l'heure, il a dit une phrase qui est extrêmement importante. Une civilisation n'est détruite par l'extérieur que si elle est rongée en priorité de l'intérieur. Exactement. Alors, qu'est-ce qui nous ronge, en fait? Qu'est-ce qui nous ronge entre nous? Pourquoi on n'arrive pas à être ensemble? Notre identité d'esclave. Ce qui nous ronge, en fait, c'est assez curieux. Je vois des afro-descendants qui se revendiquent comme étant esclaves. C'est quand même fou. Des gens qui prennent cette identité et se dire, voilà, je suis esclave et je veux me libérer. Non! Un homme libre est libre. Un esclave est esclave. On ne devient pas libre. On se souvient qu'on l'est. À l'inverse, tu vois, je dis qu'une civilisation ne se libère de l'extérieur que si, en priorité, elle prend conscience de l'intérieur. Et l'intérieur d'une civilisation, c'est chacun des humains qui le compose. C'est pour ça que je crois vraiment en ce message, en la prise de conscience du 1 à 1, en ce travail du 1 à 1. Comme ça, au moment où un certain nombre d'afro-descendants seront éveillés, c'est toute
tout le groupe des afrodescendants qui basculera dans une autre énergie. Et à partir de ce moment-là, oui, ce que font les leaders, ce que font les personnes qui ont des actions au niveau international, au niveau des politiques, au niveau commercial, au niveau de l'entreprise, au niveau des corps constitués, etc., au niveau géopolitique, ces actions-là, justement, vont arrêter de retomber, comme tu dis. Les actions retombent parce qu'elles ne sont pas soutenues par une énergie consciente de chaque individu qui compose la diaspora. Donc, ça veut dire que c'est bien de combattre physiquement sur le terrain, de marquer le pavé, de s'organiser, mais le travail profond va se faire de façon individuelle et collective. Exactement. De toute manière, là, tous les individuels vont créer un égrégore qui va créer le collectif. Après, comme tu disais, tu as l'impression d'échouer. Non, on n'échoue pas, on continue. On continue, c'est une bataille qu'on perd des fois, mais c'est la guerre qu'on va gagner. Et la mise en conscience qu'il n'y a pas d'être humain meilleur que d'autres et que l'hégémonie de toute façon et l'ethnocentrisme n'est qu'un manque de confiance et une sous-culture, il faut en prendre conscience aussi. On revient maintenant de plus en plus vers ça, où on se rend compte qu'il faut se détacher du matériel, qu'il faut arrêter de courir à travers la ville en train de vouloir travailler 35, 40, 60 heures et que les choses essentielles, elles sont dans le cœur, elles sont dans la famille, qu'il y a des choses plus réelles. Et ça, tant qu'on sera toujours dans l'ethnocentrisme et dans la culture du je travaille, la technologie, le ceci et la consommation, on reviendra pas à quelque chose d'essentiel. Et c'est ça justement qu'il faut mettre en conscience. C'est libérer. Pourquoi? Libérer pour devenir comme un autre? Libérer pour devenir comme le continent africain occidental ou européen? Non. La libération, elle est là pour revenir, en fait, pour revenir à l'essence. Pour revenir à l'essence, parce que du coup, dans cette histoire, la communauté africaine, elle s'est pas construite, elle s'est construite au travers des autres, et on le voit maintenant dans certains pays qui commencent à réussir en Afrique, notamment le Nigeria, qui se colle sur le modèle américain. Alors, j'aimerais justement rebondir à ce propos sur le Nigeria qui se colle au modèle américain. Alors, il y a un phénomène, là, ce fameux film Black Panther, je ne l'ai pas encore regardé, mais j'en vois les images. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vraiment, moi, ce qui me dérange, c'est que on a reproduit le modèle de l'autre, enfin, de celui qu'on condamne, quoi. Et on est tous contents, ben voilà, on est capable de faire comme l'autre, donc on a tout gagné. Moi, j'ai pas vu le film, donc je peux pas aller au-delà de ce que je dis maintenant. Roméo. Alors, on a reproduit un modèle, mais c'est là que c'est subtil. Le modèle n'est pas un modèle américain. Le modèle n'est pas un modèle blanc-caucasien. C'est pas un modèle WASP, c'est un modèle universel. Le modèle hollywoodien, il est inspiré de qui? Du travail de Joseph Campbell. Joseph Campbell est spécialiste des mythologies. Il a étudié toute la mythologie de toutes les civilisations, de toutes les époques de l'humanité, et il en a sorti un scénario commun. Et c'est un scénario qui est le support, la base, depuis Christophe Vogler également, de tous les blockbusters américains. Donc, en réalité, le modèle que l'on voit effectivement dans Black Panther, Marvel, etc., n'est pas un modèle américain. C'est un modèle universel qui a été modélisé par un Américain, certes, mais c'est un modèle universel. D'ailleurs, quand on regarde les mythologies africaines, mais on est sur un modèle mais quasi identique, mais au mot près, j'ai envie de dire, pour certaines étapes. On est vraiment dans ça. Donc déjà, ça c'est important. Deuxièmement, il y a un truc que j'aime absolument beaucoup dans Black Panther, c'est que enfin, je vois un film où effectivement, il y a des noirs qui sont... il y a plus de noirs que de blancs déjà, mais enfin, je vois un film où il n'est pas question de couleur de peau. Enfin, je vois un film où effectivement un noir les choses sont à leur place. Et le maître pièce, comme on dit en créole, mais il n'est pas question de couleur de peau. On n'est pas en train de dire le noir qui veut le blanc qu'il est, etc. On n'est plus dans ça. On est dans une histoire complètement différente. Et je dis enfin,
je veux bien effectivement, et d'accord, les choses qu'ont fait des réalisateurs, Laurent Jean-Baptiste, etc., très bien, Lucien Jean-Baptiste plutôt. Mais à quand, c'était la question que je me posais, à quand un film où je vais voir effectivement des noirs et des blancs sans qu'il ne soit question de leur couleur de peau? À quand? Sans qu'il ne soit étiqueté. Absolument. Sans qu'il y ait des clichés qui soient traités, etc. Je ne remets pas en cause la qualité cinématographique et filmographique de l'œuvre de Lucien Jean-Baptiste, de Guy Deslauriers, etc. Je ne remets pas ça en cause. Mais je dis, justement, il était temps qu'on ait un film qui soit un film, ok, une épopée mythologique, d'accord, c'est un film de super-héros, d'accord, c'est un blockbuster, d'accord. Mais il n'est pas question de blanc et de noir, il est question d'humain. Parce que comme tu as dit au départ, finalement, l'histoire coloniale est un comment dire, est un archétype. Il est bien question d'un humain qui prend le dessus sur l'humain. Il faut bien qu'on arrête un jour avec cette histoire de noir et de blanc. L'humain prend le dessus sur l'humain. Tu sais, il y a un concept en fait que j'ai développé de façon un peu brutale. J'ai appelé ça la nostalgie du fouet. Oui. Qu'est-ce que la nostalgie du fouet? La nostalgie du fouet, c'est tout simplement le syndrome de Stockholm appliqué à un groupe social en situation postcoloniale et encore en situation coloniale, hein, parce qu'on n'est pas obligé. Alors ça se traduit comment? Ça se traduit justement par cette pensée, exactement comme dans le syndrome de Stockholm, cette pensée que la personne qui est opprimée développe cette croyance qu'elle a besoin de son oppresseur pour vivre. Et en fait, et de façon plus subtile encore, se détermine par rapport à son oppresseur, ou dans l'adaptation, dans la soumission, ou dans la rébellion. On n'est jamais autant soumis que dans la rébellion. En fait, il se détermine toujours par rapport à l'autre. On n'est jamais autant soumis que dans la rébellion. Absolument. Et ça veut dire en fait que ceux qui battent le pavé, toutes les personnes comme, est-ce que tu penses qu'Alchemy Seba ou les autres, en fait, ils sont, ou Claudiciard, hein, est-ce qu'ils sont dans la soumission encore une fois? Ben, non, quand j'entends Kémy Seba, je ne l'entends pas dans la soumission, je ne l'entends même pas dans la rébellion, je l'entends dans la prise de conscience. Ok. Alors effectivement, il y a des personnes, il y a des leaders noirs qui sont dans la rébellion, qui sont dans on va se battre. Ce n'est pas ma démarche. Je ne dis pas qu'il ne faut pas, je dis simplement qu'on n'est jamais autant soumis que dans la rébellion. Et que ça, l'intérêt de ce type de démarche, c'est qu'il y a d'autres démarches qui ne sont pas des démarches de rébellion, qui sont des démarches de marronnage. Le nègre marron ne s'est jamais battu pour sa liberté. Pourquoi? Parce qu'il ne l'a jamais perdu. On ne se bat que pour ce qu'on n'a pas. Il faut bien se dire que pendant 400 ans d'histoire coloniale, pour peu qu'on peut considérer qu'elle soit terminée, il y a des groupes entiers, il y a des communautés entières de marrons qui ont traversé l'époque sans jamais connaître l'esclavage. Jamais. Quand ces personnes-là sont descendues des cimes jusqu'à 50 ans après l'abolition de l'esclavage, les personnes qui se sont retrouvées dans la ville ne fonctionnaient pas comme des esclaves. Et ce sont également des personnes qui, justement, ne sont pas passées au salariat, puisqu'on est d'accord que l'héritier du Code noir, c'est ce qu'on appelle aujourd'hui le Code du travail. La relation, effectivement, coloniale dans le travail s'est transformée en relation salariale. Très bien, ok. Il est déjà important de se dire ça. Et encore une fois, de faire le comparatif. Je te laisse imaginer à quel point je me suis fait lyncher la première fois que j'ai donné cette expression de comparatif entre le code noir et le code du travail. Et pourtant, mais au-delà de ça, les marrons, qu'est-ce qu'ils ont fait? Quand le marron est descendu justement de sa forêt, de sa colline, de ses cimes, de ses montagnes, en fait, les communautés marrons sont complètement autonomes, puisqu'elles savent tout faire. Et on les a retrouvés dans quoi? On les a retrouvés dans les professions qu'on appelle aujourd'hui libérales ou artisanales. On les a retrouvés plus tard dans l'entrepreneuriat. On ne les a pas retrouvés dans le salariat. Oui. Parce qu'en fait, ils n'ont pas cette culture-là. Le marronnage, pour moi, c'est ça. L'intérêt du marronnage, il est véritablement là. Le marron ne se bat pas pour sa liberté. Il est libre. Il agit en homme libre. Il ne reconnaît pas la supériorité du blanc caucasien sur lui. Il ne le reconnaît pas. Parce qu'en fait, en vrai, je sais pas, mais excuse-moi, mais une civilisation qui se développe
sur l'exploitation d'une autre civilisation, j'appelle pas ça. C'est qu'elle est malade. La civilisation. Poser la question qui est le plus faible dans l'histoire, comme disait Céline tout à l'heure, mais qui est le plus faible? Ouais. Celui qui pille ou celui qui est pillé? Que serait l'Europe? En fait, c'est celui qui ne vit pas que par ce système de pillage qui est malade. Céline, j'aimerais avoir ton point de vue là-dessus. Pour moi, c'est une réalité de science quantique et c'est une réalité qu'on trouve dans tous les écrits de toute façon. Si je viens vers toi et que je te dis tu es bleu, si tu n'es pas bleu ou si tu te sens pas bleu, tu n'auras aucune réaction émotionnelle. Donc, si la soumission est à l'intérieur de la personne et si la personne génétiquement et dans son émotion et dans ses réactions émotionnelles aura une réaction à travers ça, il y aura un comportement de soumission ou il y aura un comportement qui dira ah oui en effet je suis bleu ou non je suis pas bleu. Mais moi, je vais pas aller te prouver que je suis pas bleu si je suis pas bleu. Mais si j'ai à l'intérieur ce comportement et cette idée qu'au fond, je suis bleu, alors je pourrais dire bleu, mais je peux dire, il y a des gens, on va les insulter et ils vont avoir aucune réaction émotionnelle. Ils vont regarder la personne, l'avoir en compassion, dire, mais elle est complètement malade cette personne de m'insulter ou me klaxonner comme ça dans la rue et n'avoir aucune réaction. S'il y a une réaction, c'est qu'il y a une réalité qui est en train de se créer à l'intérieur. Et si la réalité est en train de se créer, c'est qu'il y a quelque chose à régler chez la personne. Pas la personne. Alors j'ai pas le sentiment que du côté de l'ancien maître, qu'il se soit aussi libéré de cette posture de maître. C'est ancré en lui. Il y a qu'à voir, enfin, il y a qu'à voir encore comment le français blantin se comporte. Enfin, c'est toujours de la condescendance, c'est toujours et ça rejaillit, c'est plus fort que. Alors, je suis entièrement d'accord. Il y a vraiment deux sortes de personnes. Moi, je sais que quand j'avais 12 ans, quand j'ai visité l'île des esclaves, la maison des esclaves à Gorée, et pendant 2 jours, j'ai pleuré de honte et de culpabilité pour le peuple que je représentais. Et ça avait été très dur. Par contre, un autre jour, j'étais aux Almadies avec des amis et j'ai vu un adulte en train de mal parler à un enfant et ça m'a mis dans une colère incroyable où j'avais besoin de protéger cet enfant et je suis partie me jeter au cou de cet homme, pas me jeter au cou de gentillesse, on s'est compris, mais de rébellion et à lui faire comprendre qu'il avait tort de mal parler à cet enfant qui mendiait et qu'il n'était pas dans son pays et qu'il n'était pas ici en ethnocentrique ou en colonialiste et qu'il était là ici en tant qu'invité et que c'était pas son pays. Donc il y a des choses à remettre en place et oui, donc je me suis retrouvée moi en tant que blanche face à un autre homme qui était ben oui, ils sont en train de mendier, ben ouais, mais en même temps on leur a tout pris, alors tu ferais mieux de leur donner un petit peu maintenant parce que les richesses que l'on a aujourd'hui sont quand même en connexion avec ce qui a été pillé. Donc comment une personne qui est constamment ponctionnée peut se recréer, comment un peuple et donc il y a vraiment maintenant cette cohésion et distorsion qui est réelle. C'est comment un peuple et une cohésion peut se recréer s'il y a constamment des conflits intérieurs entre la personne, c'est-à-dire que toi, le matin, tu te lèves, tu vas pas te dire, ah ben oui, je suis assouvi ou quoi que ce soit. Mais certaines personnes vont constamment le matin se réveiller. J'aurai pas de travail parce que j'habite dans une cité. J'aurai pas de travail parce que je suis noire. J'aurai pas de travail parce que je m'appelle Mohamed, Rachid ou Ali. Et ça, c'est leur réalité qu'ils se créent. Et ça, c'est à moi et c'est à Roméo et en séance, dans les séances que l'on fait, à vraiment remettre la personne à sa place. Aucune réalité n'est à cause de l'autre. On crée sa réalité et on crée son pouvoir. Et si il a à faire entrer dans la tête des gens, ça c'est un processus, hein, il faut y aller pas à pas. Tout à l'heure, vous nous expliquerez, Céline et toi, Roméo, comment vous faites ces séances, quelle est la démarche d'Afro-Renaissance. Mais j'aimerais quand même revenir sur le terrain, sur la vraie vie, sur la réalité. Alors, regarde l'impact que cette histoire a sur nous, personnes lambda, mais encore plus sur des personnes qui sont censées nous diriger. Les présidents africains qui se comportent, je mets ça entre guillemets, comme des valets, n'est-ce pas? Un diplomate que j'ai reçu tout dernièrement, Moïse Kérékou, me disait que
Il a été diplomate en Turquie, ambassadeur en Turquie pendant de nombreuses années, et il disait que la Chine invite des présidents, le président de la Chine invite ses homologues, le président de la France va voir le président de la Chine, comme on l'a vu récemment avec Macron. Mais quand le dirigeant chinois invite un président africain, ils viennent tous en fait. Et qui parle, personne, on ne sait pas en fait à qui s'adresser. L'Afrique ne vient pas unie, nos présidents ne viennent pas unis, ils n'arrivent pas à s'unir au sein de l'Union africaine, par exemple. Tu vois, y a vraiment un vrai problème. Oui, mais alors, moi, je t'arrête. Est-ce que où est le problème? Vraiment, pourquoi est-ce que un continent, un peuple ne viendrait pas avec toute une armada de gens? Pourquoi il y aurait qu'une unité? Pourquoi on voit les résultats maintenant avec notre président français? Pourquoi est-ce que ce serait qu'une personne qui vient? C'est là aussi où l'hégémonie doit s'arrêter. C'est-à-dire que le peuple africain a le droit d'avoir son entité. L'Union européenne va voir, l'Union européenne, donc représentée par ses représentants, va voir le président de la Chine, n'est-ce pas? Le dirigeant chinois. Mais au sein de l'Union européenne, ils se sont entendus sur ce qu'il va être dit, une voix commune, n'est-ce pas? La Chine invite l'Afrique, donc l'Union africaine, ils viennent tous, on n'a rien contre ça. Le problème, c'est qu'ils ont des discours, ils s'entendent pas. Il n'y a pas une entente au préalable. Donc, l'impact de ce qui s'est passé, c'est mental. Tu comprends ce que je veux dire? C'est ça, en fait. Non. Non, et à la limite, moi, ça me dérange parce que on déroule le tapis rouge à la Chine en oubliant que c'est nous, c'est comme la fiancée, c'est comme si c'était la fiancée qui va demander, qui va supplier à son futur mari de l'acheter, quoi. Enfin, ça n'a pas de sens, ça n'a pas de sens. Oui. Le principe, justement, ce système de corruption que certains dénoncent fort justement, vient précisément du fait que comment est-ce qu'on a fait pour acheter justement ces personnes corrompues? C'est-à-dire que, imagine, j'ai un sol et dans mon sol, il y a l'équivalent de 3 milliards. Et je dis à quelqu'un, écoute, garde-moi ce truc, je prends les 3 milliards, déjà, ils sont à moi. Déjà, le mec, il arrive, il te dit, les 3 milliards sont à moi. Maintenant, pour éviter que, par contre, les autres vont venir te le voler. Par contre, si toi, tu restes là en bon soldat, en bon chien de guerre pour moi, je te donne, allez, je te donne 1000 dollars. Je te donne 1000. Mais les autres, en fait, ils ont 0, ils ont 10 centimes. Oui. Et les autres, ils viennent dire, mais attends, mais pourquoi j'en ai pas? Et celui à qui on a donné 1000, il sera suffisamment, j'ai envie de dire, justement suffisant pour dire, écoute, non, moi, je veux garder mes 1000. Et l'autre qui vient lui dire, les 3 milliards sont à moi, il dit, si tu ne fais pas bien ton boulot, je t'enlève tes 1000. Et tu te retrouves dans la même galère, dans la même misère que les gens qui ont 10 centimes pour vivre. Et en réalité, le schéma, il est comme ça. Et en fait, ça donne effectivement de la corruption, ça donne effectivement des gens, comme tu dis, qui sont des valets, parce qu'ils sont précisément dans cette dévalorisation-là. Ils ont cru que le gars qui a dit les 3 milliards sont à moi, ils l'ont cru. Alors que les 3 milliards, ils ne sont pas au mec qui vient te dire que c'est à lui. Les 3 milliards sont à toi. Et il va se satisfaire de 1000 dollars, alors qu'en réalité, il a 3 milliards. Et ça, l'Europe est très forte là-dessus. Hein. Tu te souviens la première fois qu'on avait fait une émission sur la perversion narcissique, on avait vu qu'effectivement, au niveau de géopolitique, ça fonctionne effectivement de la même façon. C'est la même mécanique. Mais tant que l'Afrique entière, mais toute l'Afrique, ne prendra pas conscience que l'Afrique lui appartient et que effectivement en réalité elle n'a de compte à rendre à personne, à partir de ce moment-là les choses vont changer. Il y en a qui ont essayé. Tu as vu comment ils ont fini? Les Sankara, ils sont où? Par exemple. Il y en a d'autres effectivement. C'est pour ça que c'est un travail qui doit être un travail de masse. C'est un travail énergétique de l'ensemble de l'égrégore de l'Afrique et des Afro-descendants. Parlons de l'égrégore, Céline. Oui. Cet égrégore collectif, comment il se manifeste
pour ceux qui découvrent l'émission, qui ne savent pas ce que c'est qu'un égrégore, qui comprennent que dalle à la psychologie quantique, parce qu'on est vraiment dedans, est-ce que tu pourrais expliquer ce que c'est qu'un égrégore et comment ça fonctionne, Céline? Alors, un égrégore, on va commencer par expliquer un petit peu ce que c'est que l'intrication. L'intrication, c'est deux espèces d'atomes que l'on coupe et qui sont toujours connectés. On peut faire mal à la cellule A et la cellule B répondra. Et il y a différents taux de vibration. Donc, un égrégore, donc c'est toutes ces interconnexions, ces intrications qui vont être sur différents taux de vibration. Donc, vous êtes sur une chaîne Skyrock ou vous êtes sur Classico. Et en fonction de ça, vous allez créer une réalité qui est dans le même fonctionnement. Donc, si vous êtes dans une vibration Skyrock, vous aurez plus tendance à dire des gros mots, à écouter du rap ou du reggae. Et si vous êtes dans le Classico, vous aurez plus tendance à avoir une façon de parler plus éloquente, plus peut-être moins dramatique. Et puis aussi à une façon de tenue et des gens autour de vous qui vont avoir un comportement complètement différent. C'est ce qu'on appelle aussi l'épigénétique, c'est-à-dire que c'est assez connecté, c'est-à-dire que tout ce que vous faites est en fonction de certains égrégats, la nourriture, les comportements émotionnels, les drogues que l'on prend, que ce soit les médicaments antibiotiques ou alcool, etc., le sport que vous faites. Donc, en fonction de notre style de vie, en fonction de nos amis, en fonction de nos familles, en fonction de ce que l'on accepte ou non, comme on l'a vu là jusqu'à présent, eh bien, on crée un égrégore, un taux de vibration. Si vous êtes dans... J'aime bien l'exemple, Céline, pour qu'on aille encore plus en profondeur. J'aime bien l'exemple, par exemple, d'un match d'une rencontre de football ou là dans une église. Ouais. Ah, donc, quand il y a un match qui est important pour la France, tous les esprits sont dans la même direction. Enfin, les Français veulent que l'équipe de France gagne. Donc, dans le stade, il y a une espèce d'énergie collective. Excellent. En place, n'est-ce pas? Voilà. Exactement. Cette énergie-là, elle peut amener la foudre, quoi. Enfin, est-ce que je me trompe quand je dis ça? Voilà, exactement, très bonne. Alors voilà, on a un égrégore géant d'un stade plein qui veut que la France gagne, ok? Dans cet égrégore, la France va gagner. Il y a plusieurs sortes de familles. Ceux qui viennent de familles alcooliques, ceux qui viennent de familles qui ont souffert, ceux qui viennent de familles éduquées. Et eux, c'est assez catégorifiable qu'il y a des sujets, qu'il y a des gens qui sont plus victimes à eux-mêmes de remplir un égrégore de violence et d'autres qui vont remplir plus un égrégore dans la joie et d'autres qui vont pas du tout. On est tous dans le but de gagner le match et il y en a qui vont être mais pourquoi il se bat lui avec l'autre? On est tous en train de parler des bleus là. Et donc, mais ça, c'est des égrégores. Et ces gens-là, c'est quantifiable en sciences quantiques, hein, ils matchent des taux de vibration qui sont des égrégores de peur. Ah, celui qui est dans la peur, il aura plus tendance à avoir des addictions, à manger n'importe quoi, à avoir des amis qui créent des drames. Et à être violent si par hasard, ouais. un joueur de l'équipe de France tire contre son équipe, quoi, rate le but. Là, oui, la violence peut se déchaîner. On l'a vu aussi quand est-ce que c'était en 2006 quand il y a eu ce fameux coup de boule qui avait été mis, où après il y a eu un espèce d'égrégore où la violence au niveau des hooligans et au niveau du foot a été beaucoup plus importante. Maintenant, il y a eu une retombée, mais après il y a eu un autre égrégore qui s'est passé avec d'autres joueurs qui a été aussi assez phénoménal. Et moi, j'adore le foot, et donc c'est vrai que j'ai trouvé ça très triste mais on a tous des égrégores émotionnels et on remplit tous des qualités en fonction de nos styles de vie. C'est pas pour ça que c'est pas pour rien qu'on dit oui, faites du sport, mangez équilibré, méditez, parce que ce taux de vibration est réel. D'où le fait que ce soit le coaching de Roméo ou le mien, dans nos séances énergétiques, on va vous donner des conseils derrière pour nourrir un nouvel égrégore. Parce que l'égrégore, il peut être génial comme il peut être très mauvais.
Donc, on a bien compris que nous portons, nous, noirs, voilà, noirs a fait, et puis ceux qui ont provoqué, donc les anciens maîtres, on va dire, ceux qui ont provoqué cela, on porte un égrégore commun, qui est fait de haine, de rancœur, complètement. De plein de sentiments. Alors, vous, comment vous procédez, Roméo? Comment tu fais pour les séances de nettoyage et de libération ancestrale? Comment tu le fais? Déjà par la prise de conscience et dans la compréhension du fonctionnement. Un égrégore, effectivement, c'est l'esprit qui unit un système. Et un égrégore, c'est l'esprit qui unit un système. C'est-à-dire que on met 5 personnes ensemble, ça forme une famille. En fait, il y a une 6e personne. Cette 6e personne, c'est l'égrégore lui-même. Parce que l'égrégore, l'esprit, est supérieur à la somme des individualités qui la composent. D'accord? Tu peux reprendre ça? L'égrégore est quoi? L'égrégore est supérieur à la somme des individualités qui le composent. Ça veut dire en fait que c'est l'égrégore qui contrôle les 5 personnes en fait. Alors, en tout cas, il y a une interaction très forte. Qui contrôle qui? C'est justement là qu'il faut prendre conscience. C'est-à-dire que un égrégore en fait, il faut le considérer comme une personne à part entière, comme une entité en fait en vrai. Et cette entité se nourrit de souvenirs. On nourrit effectivement un égrégore avec des souvenirs. On nourrit un égrégore avec des émotions. En réalité, quand on a créé, on a dit les souvenirs, les émotions passées qui sont là, la colère, la frustration, la tristesse de la perte, le deuil non fait. Un enfant qui va naître dans cet égrégore, fut-il de parents également européens, métissage, chabin, etc., il naît influencé par ce groupe-là. Il naît influencé par les émotions, par les émotions. Il hérite de cet égrégore aussi. Tu dis? Et il hérite de cet égrégore aussi. Complètement. Il est sous l'influence de cet égrégore. Maintenant, il est possible de se libérer de ça. Et non seulement il est possible, mais j'ai envie de dire qu'il est salvateur pour lui et pour tout le monde, de prendre lui justement son indépendance par rapport à ces émotions qui sont bloquées, des traumatismes en fait qui sont hérités de la généalogie, de son histoire personnelle et en plus qui sont dans cet égrégore de l'humanité. D'accord? Les techniques, après les techniques sont les techniques, j'en utilise 2 ou 3, mais ce sont des techniques de thérapie brève qui permettent justement déjà de prendre conscience que si j'ai ce comportement dans ma vie et je n'arrive pas à en sortir, il y a fort à parier que ce soit effectivement un héritage génétique, un héritage spirituel, un héritage karmique. Et ça veut dire en fait autant on hérite des cheveux de la couleur de ses parents ou des yeux bleus de ses parents, autant on hérite des égrégores. Céline, moi j'aimerais de la femme qui s'est faite violer par le commandant de l'habitation, par exemple. On hérite de ça également. Toi qui connais bien les États-Unis, quand tu parles d'égrégore, Roméo, ça me fait penser à la famille Kennedy. Tu vois, on voit comment cette famille s'est imposée aux États-Unis, elle vient d'Irlande, et comment c'est une histoire dramatique en fait qui se passe dans toute la famille. Est-ce qu'on peut dire que c'est l'exemple type d'une famille dont l'égrégore est puissant? Alors, l'égrégore aussi, on peut le comparer à un karma. Oui, ce sont des familles qui ont aussi eu beaucoup de succès grâce à la destruction d'autres. Et ça, on le voit dans beaucoup de choses. Moi qui pratique la constellation de famille et qui pratique vraiment profondément le travail de l'épigénétique et de la purification donc de l'ADN et des traumatismes, que ce soit la victime que nos ancêtres ont martyrisé, ou que ce soit qu'on ait été le bourreau, ou que le bourreau ait eu une influence dans notre famille, on est tous connectés. Et donc du coup, il y a une espèce de comment ça s'appelle, de mauvais œil qui est jeté sur la famille, qui est créé. Et c'est ça qu'il faut en fait nettoyer. Tout ce qui nous empêche de célébrer la famille, d'honorer nos ancêtres, d'être le fruit pur et simple de nos ancêtres, de leur victoire, de leur bataille. Souvent on souffre aussi
de leur stigma, de leur traumatisme, parce qu'il y a un deuil qui n'a pas été fait. Et tant que ce deuil n'a pas été fait, eh ben la souffrance sera toujours là. Donc moi, c'est comme ça que je procède. C'est en général, c'est en 4 séances où on met les choses en place, où il y a un réel nettoyage des traumatismes, où il y a un réel pardon qui est fait, que ce soit au bourreau ou à la victime, et à tous ceux qui ont été victimes de jalousie, puisque la jalousie est un égrégore extrêmement noir. On le voit aussi dans les 4 accords Toltec avec Don Miguel Ruiz, qui est un homme formidable, qui parle très très bien de ça. Les bouddhistes en parlent très bien. Toutes les spiritualités ou même religion parlent de la puissance du verbe. La puissance du verbe, elle est réelle. Et la magie, entre guillemets, noire, on est bien d'accord, qu'il y a derrière est énorme. Souhaiter du mal à quelqu'un, on le voit aussi en sciences quantiques, c'est phénoménal. Souhaiter du mal parler de quelqu'un, va lui faire du mal. Et ça, on le voit sous une forme de trigonométrie, c'est exactement la même chose. Va lui faire du mal, mais va aussi faire l'effet de faire du mal à nous. Donc, que ce soit dans la famille Kennedy ou que ce soit dans les familles Jackson, qui sont très importantes aussi aux États-Unis, ou dans d'autres grosses familles d'Afrique, de France, je suis d'origine vietnamienne aussi, du Vietnam, les impacts sont énormes, Il y a très peu de familles les conflits familiales, Roméo et Juliette, c'est ancestral, et tout ça, c'est une réalité, d'où l'importance de faire un nettoyage en profondeur. Donc, moi, je travaille vraiment d'une façon où je mets les gens en état de conscience alternée et où j'ai fait un travail de respiration et de nettoyage de l'ADN. Et donc, c'est un travail énergétique. Donc, les gens sont à même d'y croire ou de pas y croire. Moi, tout ce que je sais, c'est que ça marche. Donc, c'est l'essentiel. Mais voilà. Après, je suis entièrement d'accord avec toi. Oui, il y a des familles qui sont plus à même à avoir certains poids que d'autres. Tout à fait. Est-ce qu'on peut dire que cet égrégore, en Afrique, on pourrait l'appeler la sorcellerie parce que ça imprègne beaucoup notre culture africaine. Est-ce que le fait d'avoir quelque chose qui provoque des cataclysmes, des malheurs dans une famille, dans la société africaine et qu'on appelle sorcellerie, est-ce que vraiment c'est pas cet égrégore-là qui agit sur chaque individu africain, disons chaque groupe, on va dire. Disons que c'est lié. Disons que c'est lié. Oui, je ne dirais pas que c'est la sorcellerie, mais c'est lié. En fait, la sorcellerie, c'est quoi? C'est juste une technique, en fait, pour déplacer une énergie et pour imprimer une intention, pour matérialiser une intention. C'est ça la sorcellerie. Alors, l'intention le plus souvent qui est utilisée dans la sorcellerie, c'est précisément de faire du mal à l'autre. Oui. Si effectivement, je pose cette intention de faire du mal à l'autre, de le voler, de le flouer, de le léser, effectivement, je libère cette énergie, cette intention. Et du coup, l'autre, pour peu qu'il soit réceptif ou pas, il va effectivement vivre des expériences de vie où il va vivre ce sort, finalement, il va matérialiser ce sort qu'on lui a jeté. Mais celui qui a jeté le sort, il avait effectivement une intention. C'est le même principe. Pourquoi est-ce que qu'est-ce qui me pousse à empêcher mon frère d'avancer? C'est quoi le truc? Et ce qui va se manifester, c'est l'intention qui m'a poussé à aller jusqu'à aller dans des choses tellement profondes. Ça agit comme une flèche. Ça agit comme une flèche. Et donc, de fait, forcément, il y aura un retour karmique. Hein. Ça, c'est une mécanique. Bon, alors, et ça, c'est vraiment prouvé en sciences quantiques maintenant de nos jours. Et c'est là la magie, justement, de l'éveil. Il y a un résultat, parce qu'il y a ce qu'on appelle la magie noire, la sorcellerie, mais aussi il y a le pouvoir des bonnes intentions, le pouvoir de la générosité sans attente, qui est là aussi par pur bienfait. Tous ces bouddhistes, tous ces gens de toute religion, spiritualité confondue, qui sans rien attendre ont donné avec leur cœur des méditations, des actes de prière, celle-là, elle marche. Après, il y a d'autres
forme de religion où il faut donner de l'argent, des sacrifices et des choses comme ça, où là l'égrégore peut avoir un retour de coup de bâton qui peut être énorme. Ça c'est clair et net aussi. Mais il y a bien une énergie qui est pure et il y a bien une énergie, il y a deux sources de lumière. Ça c'est clair et net. Roméo, l'énergie qui est. Oui. Alors, je vais te lire un extrait d'une cérémonie qui a eu lieu le 14 août 1791. On l'appelle la cérémonie du bois caïman. Toi qui es antillais, donc tu pourrais comprendre ce que c'est. Donc, c'est une cérémonie vaudou qui a été organisée au bois caïman par Duty Boukman, un grand prêtre vaudou, qui est considéré en Haïti comme l'acte fondateur de la révolution et de la guerre d'indépendance. Le premier grand soulèvement collectif d'esclaves marrons contre le colonialisme et ses pratiques inhumaines qui sévissent sur l'île de Saint-Domingue. Alors, pendant la cérémonie, ce prêtre a prononcé des mots. Je vais en lire quelques extraits. Il s'adresse donc au Dieu des ancêtres qui créa la terre et qui créa le soleil, qui nous inonde de sa lumière. Tu vois à quel point le blanc nous fait souffrir. Le Dieu de l'homme blanc lui commande de commettre des crimes, mais notre Dieu à nous veut que nous fassions le bien. Notre Dieu qui est bon, si juste, si vrai, nous ordonne à présent de nous venger de toutes les souffrances endurées. C'est lui qui dirigera désormais nos armes et nous conduira à la victoire. Alors justement, on est moi je trouve que c'est une grande question parce que cette question de libération, d'esclavage, il y a des personnes qui tentent de le faire à travers la religion, n'est-ce pas? Et moi, ce qui me dérange, même si je suis catholique et que je le revendique, moi, ce qui me dérange, c'est le fait qu'on dise qu'il y a un Dieu pour les Blancs et un Dieu pour les Noirs. Ça, je trouve que ça me dérange quelque part. C'est normal, ça me dérange. Oui, clairement. Et puis, il y a des gens qui disent que le fait de prier pour un Dieu blanc empêche la purification, empêche à nous, Africains, nous Noirs, en fait, de nous libérer enfin. Qu'est-ce que tu réponds à ça, Roméo? Le principe est toujours le même, c'est-à-dire comment est-ce que je définis, si je définis une personne par sa couleur de peau, si je définis une entité par sa couleur de peau, si je définis ne serait-ce que le créateur par sa couleur de peau, je reste dans cette division et dans cette séparation blanc-noir. Quand je parlais de la nostalgie du fouet tout à l'heure, j'ai une amie qui me disait fort justement que la nostalgie du fouet a dépassé les clivages raciaux. On n'en est plus dans une histoire de blanc et de noir. Par exemple, cet épisode que tu évoques me rappelle en fait la fameuse bataille d'Adoua. La fameuse bataille d'Adoua, effectivement, a été gagnée par les Éthiopiens face à l'armée italienne. Et effectivement, c'était une démarche spirituelle, en fait, en vrai, parce qu'ils étaient nettement moins nombreux et ils se sont mis à prier. Ils ont contacté, effectivement, non pas un Dieu noir qui va botter le derrière. Blanc. Soyons polis. Derrière du blanc. Mais ils ont évoqué la justice, ils ont évoqué la paix sur eux. Et là, on est complètement différent. C'est-à-dire qu'au niveau humain, au niveau énergétique, comme au niveau spirituel, où on va combattre l'oppresseur, où on va invoquer la paix. C'est l'un ou l'autre. On ne sort pas de la guerre par la guerre. Même au niveau énergétique, même au niveau spirituel, on ne sort pas de la guerre par la guerre. On sort de la guerre par la paix. Tout est évident. Oui, mais d'accord. Céline. Gandhi en parlait très bien. Il voulait pas se battre contre la guerre, mais pour la liberté. Mère Teresa en parlait très bien, où elle disait, je ne me bats pas contre quelque chose. Invitez-moi à une cérémonie pour la paix, pour l'amour. Et je pense que c'est ça qui est très importante. Après, il y a un égrégore, bien sûr, du peuple qui est plus entretenu que l'autre. Ça, c'est clair et net. Mais de dire qu'il y a un Dieu pour les Blancs et un Dieu pour les Noirs, mais c'est une bêtise phénoménale et monumentale que de dire ça. C'est du n'importe quoi. N'importe quel prêtre qui pourrait me dire quelque chose comme ça, je pourrais même pas lui dire qu'il est même.
le problème, on pourrait, écoute, moi je pense que je comprends aussi les personnes qui disent qu'il y a un Dieu pour les Noirs et un Dieu pour les Blancs, puisque depuis que le monde est monde, enfin, j'ai pas encore vu un pape noir, n'est-ce pas? Et j'ai même pas encore vu un pape femme. Donc ça, c'est un autre débat. Jusqu'à il y a 8 ans, on n'avait pas vu de président noir non plus en Amérique. Il y en a eu un. Il a fallu attendre autant de temps et avec beaucoup de sacrifices. Moi, en tant qu'Africaine, Céline, en tant qu'Africaine, quand tu me dis qu'on ne sort pas de la guerre par la guerre, toi aussi tu le dis, Roméo, moi j'ai envie de te répondre en tant qu'Africaine qu'on ne mange pas la paix. Tu te fais, tu es pas reconnu, on reconnaît pas ta valeur, ta richesse, ce que tu apportes à l'humanité, et on veut nous faire croire que ben il faut être zen, quoi. Il faut être Gandhi, il y a un souci quand même. Non, il n'y a pas de. Il faut rester dans une lumière. Il y a une chose que tu oublies, Eugénie, c'est que les premières civilisations ont été des civilisations noires. La reine de Saba, le peuple David, Salomon, c'était des gens noirs. Les Égyptiens étaient des gens noirs. Et ça, c'est il y a plus de 3000 ans. Donc, oui, il n'y avait pas la télé, il n'y avait pas les journaux. On n'en garde pas plein de records. Les gens sont encore en train les archéologues, etc., sont encore en train de chercher des souvenirs de tout ça et d'essayer de comprendre. Alors maintenant, on est en train de te dire, oui, en fait, les pyramides n'ont pas 3000 ans, mais de 5 à 20 000 ans. Tu sais, il y a eu une hégémonie. C'est encore eux, c'est encore les autres qui ont la technologie, c'est encore eux qui peuvent falsifier l'histoire, comme ils l'ont souvent fait. Absolument. Et c'est précisément pour ça, qu'il faut, et que je soutiens le travail de gens comme Jean-Philippe Omotunde, etc., qui viennent donner l'information, ne serait-ce que l'information, apprendre à nos enfants qu'effectivement, quand on regarde bien, quand par exemple Omotunde parle du blanchiment de la Bible, effectivement, il y a eu appropriation culturelle de l'Afrique, il y a eu appropriation des richesses, il y a eu appropriation scientifique, il y a eu appropriation spirituelle. Yeah. Effectivement, on dit, oui, on parle du christianisme. Excuse-moi, mais le Christ, il n'est pas né en Europe. Hein. Même si on nous fait croire qu'il est blanc, mais il n'est pas né en Europe. Même le prophète Mahomet, il n'est pas né en Europe. Hein. Je suis désolé, mais il vient pas de là. Hein. Et en fait, qu'est-ce qui s'est passé? Il se passe en fait le même principe. C'est-à-dire que vous avez une civilisation, la civilisation blanche caucasienne très prométhéenne, hein, qui vient prendre les ressources effectivement du pays, qui transforme ces ressources chez elle et qui va revendre au pays auquel il a pris la ressource transformée. C'est exactement ce qui se passe par exemple pour le cacao. On va prendre, limite, voler le cacao effectivement des planteurs africains, on en fait du chocolat et on va vendre du chocolat aux petits Africains. Et il y a un moment où ne serait-ce que l'information, il faut la donner. Ne serait-ce que l'information. Un ami me disait qu'au Togo, il y a des enfants qui ne savent pas qu'on fait du chocolat avec du cacao. Attends. Et il est important, effectivement, que cette prise de conscience soit faite. Il est important que l'information soit donnée. Et en fait, c'est ma partie, en fait, dans Afro-Renaissance. L'information. Ne serait-ce que l'information. Parce que effectivement. Alors, est-ce que ce problème ne se pose pas aussi dans les Antilles? Ça se pose aussi. C'est-à-dire qu'à un moment, il va falloir que les Antillais se disent, est-ce qu'on est français? Est-ce qu'on est autonome, indépendant? Cette question-là va forcément se poser un de ces jours, Roméo. Oui, alors, moi, ce que je crois, c'est que c'est même pas tant une question d'indépendance des Antilles ou quoi que ce soit. C'est une question d'affirmation de l'Antillais lui-même, de l'individu. C'est-à-dire, je prends un exemple bien simple. On me dit que les béquets maintiennent effectivement l'économie. Mais excusez-moi, mais un béquet n'est pas un entrepreneur. Un béquet est un géreur d'habitation. Et il fonctionne comme un géreur d'habitation, ce qui est aux antipodes de la posture entrepreneuriale. Et c'est pour ça que justement… Alors, mais quand même, on donne l'image des Antillais qui sont paresseux, qui n'aiment pas travailler, enfin, qui se contentent de vivre
vivre parce ils ponctionnent la France, c'est l'image qu'on a des Antillais. Et c'est précisément pour ça que j'œuvre justement pour que la posture entrepreneuriale soit la posture précisément des Antillais, qu'ils prennent la responsabilité de leur entrepreneuriat. Parce qu'en face, je suis désolé, un géreur d'habitation n'a aucun pouvoir devant un entrepreneur, mais vraiment aucun. C'est ma croyance, mais vraiment aucun. Il peut essayer de mettre des pots de banane, etc., mais je suis désolé, il y en a un qui tient pas devant l'autre, et c'est pas celui qu'on croit. Tant qu'on croit qu'effectivement le béquet m'empêche de, eh ben effectivement, je ne peux pas y arriver. Si j'arrête de croire ça et que je dis que le béquet ne m'empêche de rien, toutes les croyances sont vraies, faut pas oublier. Toutes les croyances sont vraies. Elles sont toutes vraies, elles se vérifient toutes. Si je crois que c'est vrai, c'est vrai. Si je crois que c'est faux, c'est faux. Et je vais vérifier dans mon expérience de vie exactement ce que je crois. Mais je peux changer de croyance. Et le vrai affranchissement, c'est vraiment de se réveiller le matin et de dire tout ce qu'il y a autour de moi qui m'empêche d'être, m'empêchera pas d'être. Tout ce qu'il y a autour de moi, tous les liens, que les croyances m'empêcheront pas d'avancer. Certes, on a tous des croyances, qu'on est bien, qu'on est moins bien, qu'on a confiance, qu'on n'a pas confiance, qu'on a peur ou non. C'est bien sûr qu'on se crée nous-mêmes des freins. Hein. Ça, moi, je suis persuadée que le pire frein qu'on puisse avoir, c'est nous-mêmes. Mais quand on casse ces freins, on voit bien des gens qui sont qui deviennent du jour au lendemain très riches. Pourquoi? Parce qu'ils ont su casser ces freins. Ils ont su se lever à 6 heures du matin, à faire leur sport, leur méditation, leur truc, écrire leur livre, à se donner les moyens. Et ça, c'est pas un béquet, ça, c'est pas un maître, ni quoi que ce soit qui va nous empêcher. Ah, certes, avant, il y avait un vrai problème de survie. Il y avait quand même le fouet. Le fouet n'est plus là. Au moins, dans nos civilisations et dans ceux qui nous entendent aujourd'hui. Aujourd'hui, on est génétiquement dans un système de survie, mais la réalité n'est pas dans la survie. La réalité est dans la vie et dans le changement. Et je dirais même, parce que changement, c'est pas un mot que j'aime, mais c'est dans la manifestation du meilleur. C'est-à-dire que chaque jour est un jour pour aller mieux, pour se sentir mieux, pour grandir un peu plus. Chaque jour est un jour pour aller s'élever. Mais il y a que nous qui pouvons nous élever. Il y a que nous qui pouvons sortir de nos souffrances par donner aux autres pour nous. C'est-à-dire que c'est vraiment d'être au service de l'autre qui va nous permettre d'être, après, bon, chacun a son chemin différent, mais être vraiment dans notre lumière et ne pas nous laisser à aucun moment nous laisser dire que votre père va dire, oh, ben, tiens, tu vas pas avoir ton bac, ou tiens, tu pourras faire ceci, tiens, tu pourras pas faire cela. Non, c'est pas lumière. On est lumière. On veut être déterminé à aller dans un alignement. Alors, le reste, rien à faire. Rien à faire. Il y a personne qui peut nous dire comment agir ni quoi que ce soit. Il y a des prédispositions dans notre tête que l'on peut avoir, mais à un moment, il faut rester ancré et se dire, mais ça, c'est pas ma réalité. Mais ça, c'est ça qui est important. Céline Combé, Roméo Cournal, on va se quitter dans quelques instants. On va rappeler que vous êtes les créateurs de Afro Renaissance. Vous nous avez expliqué votre démarche. Est-ce qu'il y a des événements à venir et qu'est-ce que vous dites aux personnes qui nous regardent actuellement? Alors, venez à nos événements, prenez nos séances. Il y a des événements à venir. On va faire un peu, j'ai envie de dire, le tour des abolitions. Le tour des abolitions. Le tour des abolitions, oui, c'est ça. On va faire la tournée des abolitions, c'est-à-dire que le 10, on sera à Paris pour une conférence qui va s'appeler les créatifs culturels, les nouveaux nègres-marrons. Oui. On sera le 22 mai en Martinique, on sera pour abolition d'esclavage, le 27 mai en Guadeloupe et le 10 juin en Guyane. Donc, beaucoup d'actions en perspective, beaucoup de libération en perspective. Oui, des conférences et après une journée, une session de libération des karmas collectifs, vraiment quelque chose de plus individuel, collectif, tout à fait, voilà. Individuel et collectif, ce sera une session en groupe. Vous irez tous les deux, en fait. Vous irez tous les deux. Oui. Bon, on y va tous les deux. Donc, Roméo s'occupera de mettre vraiment la mise en conscience, la mise en place. Et moi, énergétiquement, je vais commencer à faire vraiment le nettoyage énergétique de toutes ces mémoires, la libération par le pardon, par l'amour, par la lumière. Et ce sont des travaux qui sont très puissants. Je vous invite à au moins essayer au moins une fois dans votre vie, si vous êtes, que ce soit en Guyane ou sur Paris, à vraiment vivre ces nettoyages ancestrales.
Roméo connaît très très bien ce sujet, moi aussi. C'est quelque chose qui nous tient vraiment à cœur. Et je suis très heureuse et je suis passionnée de toutes ces libérations parce que c'est une ascension pour l'humanité et pas pour la couleur et pas pour la race. Et moi, ce que je veux, c'est que nos enfants dans la cour de récréation ou plus tard, dans 50 ans, on soit tous soudés, on soit tous unis. Et ça, c'est énorme. C'est énorme. La voix, elle a pas de couleur. Hein. Vous fermez les yeux, la voix, elle a pas de couleur. Et ça, c'est le vrai affranchissement. C'est la voix, c'est l'amour, c'est le cœur. Et venir à ces séances et venir à ces ateliers, à ces événements, faire le type de soins qu'on fait, c'est une libération au niveau individuel, familial, au niveau de la société, au niveau du pays, au niveau de la culture. Et c'est changer. Une goutte d'eau, elle va rien changer, mais plein de gouttes d'eau qui vont aller mieux dans un océan, ça fait une jolie vague. Ah, c'est une très belle image pour terminer cette émission. Et c'est la première, n'est-ce pas? Il y en aura d'autres. Il y en aura d'autres, ouais. Je vous remercie infiniment d'avoir partagé vos énergies libératrices aujourd'hui. J'espère vous retrouver dans 15 jours, puisque le rendez-vous est pris désormais. Et dans 15 jours, nous parlerons d'amour, n'est-ce pas, Roméo? Oui, nous parlerons des relations hommes-femmes et nous parlerons justement de l'impact de ce passé colonial sur les relations hommes-femmes et comment justement est-ce qu'on libère particulièrement. Comment se libérer. D'accord. On peut te retrouver sur ta page, Roméo Cournal, pour te contacter, c'est bien ça, Roméo? RoméoCournal.com, le site, Roméo Cournal, coach intuitif sur Facebook et Afro Renaissance, bien sûr. Alors, moi, et pour Céline, comment on te retrouve? Vous me retrouvez sur Spiritual Awakener ou sur Afro Renaissance. Voilà. Tout simplement. Je vais vous inviter, Roméo et Céline, à rester sur Obota News, en fait, d'aller commenter à la suite, donc dans la page avis, il y a une section avis, dire ce que vous avez pensé de cette première émission. Oui. Et puis on se retrouve dans 15 jours et entre-temps, écoutez, on s'appellera en off, n'est-ce pas? Oui. Et en tout cas, je vous remercie pour cette émission. Merci beaucoup, merci infiniment. Et je remercie toutes les personnes d'avoir regardé l'émission. Merci à Michel Gonzalez, génial, merci à vous tous, très inspirant, voilà, c'est ce qu'elle dit. Merci à ceux qui regardent. Vous pouvez réagir en posant des questions et si vous souhaitez être invité dans cette émission, le live de Génie, eh bien, merci beaucoup. Alors, je vois Emery Ruffin qui regarde, Marianne Taoseré, Sonia Kouipo. Merci beaucoup. Si vous avez des questions, eh bien, les questions, vous les posez à Roméo et Céline sur leur page. Allez sur la page Afro Renaissance. Voilà, pour témoigner, pour partager, parce que plus on partage, justement, et mieux le travail se fait. Moi, ce que j'ai noté, c'est que on ne sort pas de la guerre par la guerre. Je pense que c'est fondamental de le retenir et que nous avons en nous, en fait, tous les outils que le Créateur, peu importe comment on l'appelle, que le Créateur a mis en nous pour nous libérer. Il faut simplement aller chercher à l'intérieur de nous-mêmes. Mais c'est vrai que quand on le dit, c'est pas facile, c'est pas évident. On se dit, mais attends, Dieu est en moi, je le trouve où? Chez moi, à l'intérieur de moi, il y a que des choses qui sont pas belles. Mais c'est un processus, c'est un nettoyage qu'il faut faire et il faut souvent être accompagné par des personnes comme Céline et Roméo parce que tout seul, on ne peut pas s'en sortir. Et moi, j'aime souvent dire que ensemble, on est plus fort. Ensemble. Exactement. Et on est très fort, mais c'est justement, c'est pas facile de prendre responsabilité de son être et c'est pas facile d'avancer seul. C'est pour ça que le travail de solidarité est important et que voilà, il y a des gens comme Roméo ou moi qui sommes au service de l'autre. Et je suis très très heureuse de partager toutes ces connaissances et tout cet amour pour justement votre évolution parce que c'est un effet papillon énorme. Quand vous allez mieux, les autres vont mieux autour de vous et quand les autres vont mieux, un village va mieux et quand un village va mieux, c'est une ville à côté qui va mieux et petit à petit, on s'en sort tous. Et c'est ça qui est important. C'est de prendre conscience de ce processus de libération individuelle.
Et collectif. Qui après aura son effet, oui, et qui après aura son effet collectif. Merci encore une fois. Et à très bientôt. À bientôt. Au revoir.